Est-ce qu'on a besoin d'un prolongement robotique de notre corps pour être en bonne santé, que ce soit physique ou mentale? Je sais pas. Une réflexion éthique à avoir là-dessus. Bienvenue dans Minds and Machines, le rendez-vous de la technologie au service de la santé mentale. Animé par Arnaud Bressot, développeur IA et passionné de psychologie. Rejoignez-nous à chaque épisode pour découvrir des innovations, des spécialistes et des histoires inspirantes. Aujourd'hui, un épisode que j'avais hâte d'enregistrer en compagnie de Thomas Cantalou, une personne qui a accompagné beaucoup de projets en santé mentale. Donc aujourd'hui, on va parler des startups dans ce domaine et de comment est-ce qu'on innove de manière générale en santé. Bonjour Thomas, bienvenue sur le podcast. On va commencer par peut-être une petite présentation. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais dans la vie et ce qui t'a emmené à faire ça? Salut Arnaud, merci pour ton invitation. Enchanté, je m'appelle Thomas Cantalou, j'ai 29 ans, je suis médecin psychiatre et entrepreneur. J'ai créé pendant que j'étais interne une application qui s'appelait psychopharma.fr qui aidait à mieux prescrire les psychotropes, en tout cas de les prescrire de manière plus simplifiée. Et ça m'a donné goût à continuer là-dedans et à continuer d'avoir la double casquette et médecin et entrepreneur. Et du coup, depuis 4 ans maintenant, j'accompagne les porteurs et porteuses de projets en santé, essentiellement des projets à impact et surtout dans le champ de la santé mentale, de la santé publique et de la santé digitale. Depuis septembre dernier, je suis plus que psychiatre et entrepreneur, je suis également directeur médical de deux startups. Une première qui s'appelle Stan, qui est l'anagramme de santé et qui fait de la recherche et l'innovation en médecine de ville, et pour laquelle je suis directeur médical à 80%. Une autre startup un peu plus récente, un peu plus modeste, qui s'appelle Neoflow, et qui est à l'origine d'un dispositif qui permet de stimuler la cohérence cardiaque. C'est une ceinture que tu mets sur ta sangle abdominale et qui te permet de respirer de manière apaisante. Neoflow, du coup, qu'on a eu en podcast, qui est le 3e podcast, du coup. Mais oui, j'ai vu ça. Donc je les accompagne de manière un peu plus modeste, une demi-journée par semaine. Ok, et du coup, qu'est-ce qui t'a emmené dans le champ de la santé mentale? C'est un diagnostic d'élimination, comme on dit en médecine. J'étais pas du tout prédestiné à ça, je pense. Moi, dans ma famille, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de psycho, il n'y a pas de psychiatre. Par chance, j'ai pas non plus touché directement ou indirectement par la maladie psychiatrique. Mais en fait, au cours de mes études, je me suis rendu compte que l'hôpital et tout ce qui va être chirurgie, médecine classique, médecine polyvalente, c'était pas des domaines dans lesquels je m'éclatais. Et en fait, en 5e année de médecine, j'ai découvert la psychiatrie en stage. Et je me suis dit, mais c'est génial ce truc, pourquoi, pourquoi on fait pas tous un stage là-bas? L'ambiance est top, on prend le temps de discuter des prises en charge, ce sont des prises en charge humaines, centrées sur le patient. Et du coup, ça m'a donné envie de continuer là-dedans. Donc, un peu coup de cœur par hasard, quoi. Ok, et du coup, la médecine, le fait que t'aies choisi de base cette voie, est-ce qu'il y avait une raison derrière? Ouais, une raison très pragmatique. Moi, je voulais être ingénieur du son, mais j'avais l'impression que si tu veux être un ingénieur du son et t'éclater, faut être vraiment dans le top 10. Et j'avais peur de me retrouver à faire des mariages et des enterrements de vie de garçon à la campagne jusqu'à 4 heures du mat tous les week-ends dans une salle des fêtes. Non, non, je rigole. Mais non, en gros, je voyais la pire vision du tableau. J'avais des bonnes notes au lycée. En gros, dans mon lycée, on me disait quand tu avais des bonnes notes, soit tu fais un G, soit tu fais médecine. Donc j'ai choisi médecine. Et voilà. C'est pas sexy à raconter comme ça, mais c'est ce qui s'est passé. Non, mais ça parle bien des parcours de vie, du fait que quand on est à l'école, on nous encourage du coup à viser le plus haut possible malgré ce qu'on a envie de faire, parce que souvent c'est au détriment de ce qu'on a envie de faire, je suis en train de me dire, et que finalement c'est au cours de cette voie, au cours des études du coup que tu te rends compte de ce qui est important pour toi, peut-être en comprenant tes valeurs et en comprenant aussi l'environnement dans lequel tu veux être. Ouais, complètement. Alors après, médecine, c'est 10 ans. Je pense qu'il y aurait eu des moyens un peu plus rapides d'arriver aux mêmes conclusions. Mais chacun va à la vitesse qui lui convient. Et bon, bah moi, ça a mis 10 ans. Je vois. Et du coup, c'est assez rare de voir une personne qui porte autant de casquettes que toi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'as géré du coup tes études, l'application, la casquette d'entrepreneur? Comment ça s'est passé? Il n'y avait rien de prémédité et je me suis pas dit tiens je vais avoir plusieurs casquettes parce que sinon je risque de m'ennuyer. Je pense que c'est générationnel. Je suis loin d'être un produit unique.
Je pense que je suis par contre un vrai produit de ma génération, une génération de slasheurs et de slasheuses. Alors je crois que c'est déjà ringard de dire ça, mais en tout cas c'est le terme qu'on utilisait il y a quelques années. Des gens qui n'ont pas envie de faire qu'une seule chose dans leur semaine de travail, quoi. Alors après, on a tous des loisirs, des occupations diverses et variées, mais même dans le travail, moi j'avais envie d'avoir une diversité que je ne retrouvais pas dans un exercice classique, que ce soit quand j'étais externe ou interne. Et du coup, t'arrivais quand même à te goupiller du temps pour pouvoir bosser sur tes différents projets. Ouais, au détriment de sûrement ma sphère familiale, sentimentale, sportive et non, non, j'ai beaucoup travaillé, trop sans doute, et je suis passé à côté de pas mal de choses. Donc, c'est pas un conseil de vie, tu vois. Il y a pas que le travail dans la vie, mais en tout cas, c'est sûr que je me suis bien amusé au travail. Du coup, ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup chez les entrepreneurs et les entrepreneuses, c'est de passer beaucoup de temps à travailler parce que faut que ça fonctionne et ça dépend principalement de nous. Ouais, ouais. Bah, ils appellent ça les années chiens, je crois. J'avais entendu ça sur un podcast quand je m'intéressais à l'entrepreneuriat. Des années où tu travailles, bah ouais, 3 à 4 fois plus que ce que tu devrais. Mais tu peux pas faire ça ad vitam aeternam, hein. Tu fais ça 2, 3 ans, le temps de lancer ton truc. Et puis après, ça prend pas. Voilà. C'est sûr. Mais par contre, c'est un truc auquel il faut faire attention et qu'il faut bien se rendre compte. Je pense, ça arrive assez tôt, personnellement, ça m'est arrivé assez tôt, de me rendre compte que c'était un rythme que je ne pouvais pas tenir et du coup de mettre en place des béquilles pour me libérer du temps et pour prendre soin de ma santé mentale. Parce que je fais aussi ça pour ça, donc. Ouais, complètement. Complètement. Après, je veux pas dire c'est pas pour tout le monde. Je pense qu'il faut tester. Mais c'est sûr qu'on n'a pas tous la même résistance au stress, la même résistance au travail, à la pénibilité, la même résilience, tout simplement. On n'est pas tous des gros dormeurs ou des petits dormeurs. Enfin voilà, on part pas sur un pied d'égalité. De toute façon, la nature est injuste, mais faut tester en tout cas. Du coup, dans le milieu de la santé mentale et de la technologie, donc on entend beaucoup ton nom. Je sais que moi, j'ai parlé avec pas mal de personnes du milieu et ton nom est ressorti pas mal de fois. Donc tu fais notamment la newsletter pour Mental Tech. Tu es du coup sur plusieurs entreprises. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de, encore des casquettes finalement, que tu as du coup autour de ce sujet sans forcément rentrer en profondeur dans Stan, parce que ce sera une question qui viendra un peu après. Mais du coup, sur tout ce domaine que déjà qui t'intéresse. A priori, la technologie et la santé mentale, c'est des domaines qui t'intéressent. Et du coup, voilà, comment tu te sens par rapport à cet écosystème? Comment tu participes à ce dernier? Comment je me sens par rapport à cet écosystème? Alors, à l'aise, parce que forcément, de par ma formation, c'est un sujet que je connais, voire dont je suis expert. Donc oui, je me sens à l'aise. Je trouve que c'est un univers passionnant, vu toutes les opportunités qu'il y a déjà et qu'il va y avoir dans les prochaines années à la frontière des neurosciences, des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, des changements sociétaux également, voire des progrès pharmacologiques, même si c'est pas eux qui sont en tête d'affiche là en ce moment. Non, voilà, moi je trouve que c'est un milieu assez agréable, enfin un milieu dans lequel naviguer est agréable, dans lequel je suis arrivé il y a 4 ans maintenant, donc ça fait aussi un moment que j'ai une bonne vision de qui fait quoi, pourquoi, comment. Du coup, le fait que tu fasses la newsletter, il me semble que tu es assez actif sur LinkedIn aussi. C'est que tu prends du temps pour faire de la veille? Ou comment ça se passe par rapport à ça? Alors, une des raisons pour lesquelles je suis à l'aise sur le sujet, c'est parce qu'effectivement, toutes les semaines depuis bientôt 2 ans, je publie une newsletter qui s'appelle Mental Weekly sur LinkedIn, une newsletter gratuite qui sort tous les mardis à 17h et qui fait l'état des lieux, enfin de l'actualité en santé mentale, française et internationale, avec un prisme, enfin une grille de lecture assez large que ça concerne pardon, les finances, les startups, la psychiatrie, la dictologie, la politique, les médias, l'actualité people même parfois, l'actualité de certains sportifs. C'est vraiment très large. Et vu que c'est toutes les semaines, bah alors moi je suis obligé d'être discipliné et de prendre du temps pour jouer le jeu et faire cet exercice-là. Mais forcément, bah, ça t'amène une connaissance de l'actualité qui est assez fine et tu te sens à l'aise pour rebondir facilement sur des sujets d'actualité lorsqu'on t'interroge dessus. Du coup, maintenant, c'est le moment de parler un peu de Stan, du coup, l'entreprise sur laquelle tu es à 80% du temps, non?
Du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Stan, c'est une société à mission qui a été créée en 2018 par deux professionnels de la santé libéraux qui ont ouvert leur première maison de santé pluriprofessionnelle à Vénissieux, en banlieue de Lyon. Une maison de santé qu'ils ont voulu collaboratif avec vraiment l'exercice coordonné de soins au cœur enfin, vraiment comme philosophie de cette maison de santé. Alors peut-être explique ce que c'est le soin coordonné. Bah, c'est-à-dire que t'es pas un professionnel de santé isolé dans son cabinet qui voit patient après patient et puis qui finit sa journée et puis qui rentre chez lui. Tu as un exercice coordonné avec d'autres confrères, d'autres consoeurs, qu'ils soient professionnels de santé médicaux ou paramédicaux. Tu peux inscrire ton patient et t'inscrire toi-même aussi sur des parcours de soins coordonnés. Voilà, t'es pas seul dans le navire, tu travailles en équipe. Et les maisons de santé pluriprofessionnelles, ce sont des lieux physiques qui permettent cet exercice coordonné. Ça facilite, c'est censé faciliter les interactions. Une maison de santé, par définition, c'est deux médecins, un infirmier, enfin infirmier ou infirmière. Mais tu peux mettre beaucoup plus de professionnels de santé dans ce lieu. Mehdi et Tiffany, les cofondateurs de Stan, quand ils ont monté leur maison de santé pluriprofessionnelle, ils se sont rendus compte que c'était la croix et la bannière pour ouvrir ce type de structure. Et de cette expérience est née une expertise qu'ils ont mis à profit des autres professionnels de santé qui voulaient monter une structure de santé. En 4 ans, ils ont accompagné plus de 115 structures à s'ouvrir un peu partout en France. Donc c'est vraiment de l'accompagnement à l'ingénieur en santé. Ils n'étaient pas au capital de ces structures, hein. Ils ont accompagné les professionnels et en se rémunérant à chaque fois jamais sur le dos du professionnel de santé, mais sur des budgets qui étaient fléchés par les ARS ou d'autres budgets pour lesquels ils ont aidé les professionnels de santé. Enfin, ils ont aidé les professionnels de santé à aller obtenir ces budgets. Ça, c'était le premier, entre guillemets, business model chez Stan. Le deuxième business model, c'était de fournir des services à valeur ajoutée à toutes ces structures dont ils ont accompagné le développement. Encore une fois, sans se rémunérer sur le dos du professionnel de santé, mais en se rémunérant via l'économie qu'il leur permettait de générer. Parce que forcément, quand on a 2000 professionnels dans le réseau, et c'est plus facile pour nous de négocier des coûts sur certains services, certains produits. Et le dernier business model, alors je dis business model, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais je pense que tu me comprends. Oui, c'est les manières de gagner de l'argent pour l'entreprise. Voilà. Le dernier business model, c'est l'innovation et la recherche en médecine de ville. Stan, cet été, a levé 10 millions d'euros auprès de deux fonds d'investissement souverains pour remettre l'église au milieu du village. En fait, ils se sont rendus compte que 80% de la recherche, voire plus, de la recherche actuellement est faite à l'hôpital, alors que ça représente que 20% des flux patients. Et leur idée, c'était encore une fois, remettre l'église au milieu du village et faire en sorte que la recherche clinique puisse également se faire en ville. Et comment on fait de la recherche clinique en ville alors que les pratiques, elles sont assez hétérogènes, que les médecins libéraux, ils ont chacun leur façon de travailler, chacun leurs logiciels médicaux, que le principal irritant, c'est également le manque de temps. Quand tu vas voir un médecin pour lui proposer quelque chose, malheureusement, la première chose qu'il va te dire, tu peux demander à n'importe qui, il va te dire qu'il n'a pas le temps, mais à juste titre, hein. Et nous, chez Stan, on a essayé, à travers notre réseau, enfin, c'est ce qu'on est en train de faire, d'homogénéiser certaines choses, certaines pratiques, et de fluidifier également certaines tâches pour faire en sorte que l'acte de recherche soit aussi simple qu'un acte clinique basique, type une prise de tension, une pesée, etc. Le fait de développer l'innovation et la recherche en médecine de ville, ça participe à la vision qu'on porte, qui est de créer le premier réseau intégré de santé en médecine de ville. Donc un réseau pensé autour du patient et de l'aidant, un réseau pensé aussi autour de l'expérience du professionnel de santé, un réseau de santé dans lequel on peut faire de la recherche et de l'innovation, dans lequel du coup les patients peuvent accéder aux dernières innovations et à une médecine vraiment personnalisée et de pointe. Un réseau de santé qui est également en lien avec le territoire, avec les associations, les représentants d'usagers et de professionnels. Enfin voilà, je pourrais te faire une conférence sur les réseaux intégrés de santé, je sais pas si c'est le sujet, mais en tout cas c'est la vision qu'on porte aujourd'hui. Ok, et toi du coup ton rôle dans tout ça c'est quoi? Alors moi je suis directeur médical, c'est-à-dire que en tant que société à mission, Stan se doit dans ses partenariats, dans même tout ce qu'elle fait, on se devait d'avoir une certaine rigueur scientifique, une rigueur éthique, une vision de santé publique. Ça, c'est ce que je défends.
jour après jour chez Stan. On se devait également d'être expert sur la question du parcours et de l'expérience du patient et des aidants. Donc c'est aussi une des missions de la direction médicale. Et enfin, il y a toute une mission d'affaires publiques pour aller tisser des liens forts avec le monde universitaire, le monde hospitalier, les collectivités, les institutions, qu'elles soient publiques ou privées, les associations, les syndicats, etc. Et sur le versant éthique, je suis passé un peu rapidement, mais pour te donner un exemple, on vient de monter un comité éthique chez Stan, pluriprofessionnel, avec des gens extérieurs à la société également, et un comité éthique qui nous permet de donner un go ou un no-go à tous les projets qui vont être possiblement incubés chez Stan, que ce soit des projets de montage de structures de santé, ou que ce soit des projets plutôt type start-up ou industriel qui veulent venir éprouver leurs solutions sur notre réseau de soins. Ok, parce que du coup, c'est ça l'avantage a priori d'un réseau, c'est que tu as accès à plein d'acteurs et tu peux tester ta solution et voir si c'est efficace ou non. Ouais, exactement. En gros, on a créé cet été ce qu'on appelle le Stan Lab. C'est pas vraiment un incubateur, c'est une solution d'accompagnement, peu importe la maturité de ton projet, que ce soit du stade de l'idée au stade de l'industrialisation. On te permet de venir challenger cette idée et de dérisquer ton idée, voire de la faire passer à l'échelle. Et du coup, sur les sujets d'IA, vous avez, je pense, aussi des discussions à propos de ça, puisque je pense que éthique et IA, ça va un peu ensemble, surtout en ce moment. Complètement. On devrait signer un NDA, donc je vais peut-être pas tout te balancer, mais effectivement, on accompagne des porteurs de projets dont les solutions sont basées sur l'intelligence artificielle. Et lorsque nous, on accompagne quelqu'un, comme je te le disais, ce comité éthique, en amont, il va vérifier si la solution vient pas contribuer à augmenter les inégalités de santé, créer un système de santé à deux vitesses, voire avoir un impact néfaste sur l'environnement. Enfin, donc tout ça, on l'analyse, tu vois. Et donc forcément, pour l'intelligence artificielle, il y a également pas mal de choses qui sont analysées. Le stockage des données, la souveraineté des données, leur sécurité, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on vérifie en amont. Petite pause pour vous demander de laisser un avis si le podcast vous plaît et suggérez-moi des invités en commentaire pour de futurs épisodes. Ça m'aide vraiment. On reprend. Donc toi, tu as parlé et participé à la création de nombreuses startups. Enfin, tu n'as pas participé à la création, mais tu as discuté avec beaucoup de startups puisque tu es en mesure de les conseiller et c'est même ce qui est écrit sur ton profil LinkedIn. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ces expériences de startups en santé mentale ? Des difficultés, par exemple, ou des défis? Alors, il y en a beaucoup des défis et des difficultés sur les startups en santé mentale. De manière très triviale, et peut-être la première chose qui me viendra en tête, la santé mentale et peut-être de manière un peu plus précise, la psychiatrie. C'est pas n'importe quelle spécialité médicale et c'est une spécialité dans laquelle tu fais face à certaines choses qui sont incompressibles, type le temps de consultation. Tu peux faire un diagnostic en quelques secondes, mais si tu veux que ton patient il soit aidé dans sa démarche de soins, tu es obligé de passer du temps avec lui. Il y a des choses que tu ne vas pas pouvoir compresser. Si tu vas au bloc opératoire, si on peut te poser une prothèse en 12 minutes plutôt qu'en 4 heures, bah autant qu'on te la pose en 12 minutes, c'est parfait. Une consultation de psychiatrie, tu peux pas la faire en 3 minutes. Il y a un temps de, tu vois, 20-30 minutes qui est malheureusement que tu ne peux pas, enfin malheureusement, c'est pas bien ou mal, c'est juste que c'est comme ça, tu peux pas compresser. Donc c'est le principal frein, je dirais, sur les innovations qui vont porter sur le temps de la consultation en psychiatrie. Du coup, une petite question par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait que ce temps est incompressible ? C'est le temps que tu puisses te mettre en empathie avec ton patient ou ta patiente, que du coup ce dernier ou cette dernière se sente suffisamment en confiance pour livrer suffisamment d'éléments. C'est un temps qui est thérapeutique, tout simplement. Enfin, je te laisse imaginer si tu allais voir ton médecin généraliste même, hein, que tu as envie de lui dire qu'il y a quelque chose qui va pas, que tu mets déjà peut-être 5-10 minutes à oser, entre guillemets, crever l'abcès parce que c'est pas facile de parler de ces choses-là. Et puis, du coup, ça fait 2-3 minutes que tu lui parles de ton problème. Et puis là, il te dit, ah, désolé, ça fait 14 minutes. Il ne nous reste plus qu'une minute, on va devoir conclure. Vous en parlez la semaine prochaine. Tu vois, c'est basique, mais c'est comme ça. Donc ok, donc la compression qui est pas possible. Du coup, vas-y, je te laisse continuer. Ouais. Alors c'est sur ce type de solutions qui sont dédiées au temps de consultation. Après, on a beaucoup
de difficulté, mais enfin, encore une fois, je dis pas que c'est bien ou mal, je dis que c'est difficile pour une startup tout simplement, c'est de faire avec le système de santé français, qui est pas le système de santé américain. En fait, tu as beaucoup de startups françaises qui veulent copier des, des concepts américains, sauf que le système de financement n'est pas le même, la façon de prendre en charge sa santé et sa santé mentale n'est pas la même non plus, et tu peux pas calquer toutes les innovations qui viennent des États-Unis du coup. Donc cette question du business model en santé mentale et en santé de manière générale, mais la question du business model en santé mentale, elle est particulière aussi parce que il faut trouver des payeurs et les payeurs, il n'y en a pas 36 000 en France. Tu as les entreprises, mais du coup tu fais une solution B2B. Donc en général, quand tu es entrepreneur, tu as envie de sauver le monde et t'as pas envie de faire juste une solution B2B, juste pour les employés. Tu peux faire quelque chose qui sera remboursé par les mutuelles, certaines assurances ou certains patients très riches. Mais encore une fois, quand tu es entrepreneur, tu as envie de sauver le monde et pas juste les plus riches ou juste ceux qui ont une bonne mutuelle. Donc tu vois, t'as cette question du business model qui est c'est pas un frein, mais c'est juste que c'est un casse-tête à résoudre assez rapidement. Je dirais pas que c'est un frein, je dirais plutôt que c'est quelque chose de positif, mais c'est peut-être ta prochaine question. Moi, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire autour du hardware en santé mentale. Je sais pas pourquoi, c'est une intuition que j'ai. Alors, je dis ça aussi parce que je suis directeur médical chez NoFlow, mais il y a assez peu de hardware en santé mentale, je trouve, et je trouve ça dommage. Et du coup, peut-être pour expliquer le truc qui est sympa avec le hardware, c'est que il y a moins besoin de faire de recherche pour y aller. C'est un objet, a priori. Donc t'as pas d'effort supplémentaire pour aller chercher la ressource, genre aller sur un site ou lire. Et je trouve que c'est ça qui était bien avec NeoFlow, c'est que tu mets juste la ceinture, tu l'actives et ça va te faire respirer et ça va aller mieux. Et le fait de matérialiser ça autour d'un hardware, je trouve ça super intéressant. C'est plus simple pour l'utilisateur, c'est plus compliqué pour l'entrepreneur. Du coup, le hardware, c'est hard. Euh, c'est long, c'est laborieux, il y a de la recherche et du développement. Mais c'est sûr que ensuite, en termes d'expérience utilisateur, bah, moi je trouve ça top, quoi. Alors moi le premier, j'en ai fait une application en psychiatrie, mais moi je trouve ça un peu plus excitant quand je vois des innovations portées sur un objet ou sur quelque chose qui est pas juste entre. Alors c'est beaucoup, mais qui n'est pas juste un software. Moi, je sais que durant mes études d'IA, on avait une matière qui était très intéressante qui s'appelait le embedding. Et en fait, en gros, c'était comment la robotique peut créer des corps aux machines en fonction de leur utilité. Donc, par exemple, on a vu dans les années, je pense, 2010, il y a eu pas mal de chatbots qui sont apparus et avec des petits robots qui avaient des yeux expressifs. Même, je dis ça des années 2010, mais c'est toujours le cas. Avec une innovation qui a été annoncée, je crois que ça s'appelle Rabbit. Ouais, je vais te parler de ça, Rabbit Erwan. C'est ça. Donc Ouais. c'est un petit boîtier avec des yeux où tu peux faire des commandes vocales et derrière il y a une IA du type ChatGPT qui va te répondre et qui va faire les choses. Alors au-delà de ça, pour moi, Rabbit Erwan, alors mais je me trompe peut-être, c'est du hardware effectivement. Alors je sais pas si ça va marcher, hein. C'est du hardware qui te permet d'automatiser des tâches. Typiquement une recherche je sais n'importe quoi, tu recherches des trucs sur le bon coin, t'achètes et tu revends. Tu peux automatiser tout ça grâce au Rabbit. Moi j'ai l'impression que c'est beaucoup de marketing. Il est en vente à 200 $, je crois. Donc c'est le prix parfait pour des early adopters un peu geeks qui vont se dire ah putain c'est génial, ça va me changer la vie. Et puis au bout de 2 mois en fait ça va finir dans un tiroir. Mais alors c'est du hardware mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de marketing derrière le Rabbit. Peut-être pour expliquer un peu le souci entre guillemets avec ce genre de choses, c'est que c'est très compliqué de connecter plusieurs systèmes entre eux. Et c'est pour ça que ça rend très compliqué, par exemple, le coup pour Le Bon Coin. Il faudrait qu'il y ait un connecteur qui fasse l'interface entre le Rabbit et Le Bon Coin, auquel tu puisses dire, bah voilà, je veux que tu fasses ça, puis que tu fasses ça. Et c'est des choses qui sont compliquées et à voir du coup ce que va donner l'entreprise. Mais il y a pas mal de difficultés d'un point de vue interface. Mais oui, là je parlais de Rabbit surtout au niveau de l'objet en lui-même, qui est un peu attrayant, qui est un peu user-friendly. Toi, tu en as précommandé un du coup? Non, non, non. Non, je me suis dit, je peux faire ça avec un Raspberry Pi. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Alors moi, je sais pas faire, mais c'est ce que je me dis. Et pour le moment, en fait, j'ai pas d'utilité par rapport à ça, mais je pense que quand je voudrais me faire une maison domotique, je pourrais le faire moi-même.
Ouais, en fait, c'est ce que je me dis. En fait, ça va vite finir en Alexa, quoi, et où tu l'utilises juste pour allumer et éteindre ta cuisine et lancer Spotify. Mais C'est quand même assez dommage. Mais du coup, c'est vrai que Google Home et Alexa, c'est des bons exemples de hardware qui changent potentiellement l'utilisation qu'on fait du coup, là, c'est de la captation de la voix, mais qui peuvent du coup modifier notre perception de cette technologie en l'ancrant un peu plus dans le quotidien. Et qui c'est, je pense, le but du hardware orienté santé mentale, c'est le mettre un peu plus dans le quotidien et que ça donne moins un effort de penser à sa santé mentale. alors, et après, il y a une question eugénisme et est-ce qu'on a besoin d'un prolongement robotique de notre corps pour être en bonne santé, que ce soit physique ou mentale? Bon, on porte des lunettes, on porte des prothèses auditives. Est-ce qu'il va falloir qu'on porte aussi des prothèses pour améliorer notre santé mentale? Je sais pas. C'est une réflexion éthique à avoir là-dessus. Mais il y a déjà du coup des entreprises qui tentent de faire ça, par exemple Neuralink de Elon Musk, qui a déjà connecté qui sont en train de faire des tests, d'ailleurs, je crois, sur des humains. Alors, c'est pas vraiment de la santé mentale. Ils ont appelé ça télépathie en plus. Je trouve que le nom est pas mal. C'est sur des troubles pas neurodégénératifs, mais enfin c'est sur des troubles neurologiques et sur des gens qui souffrent de paralysie, il me semble, hein. Mais j'ai pas creusé le sujet plus que ça. Mais forcément, ça ouvre la voie vers le reste des neurosciences et possiblement la psychiatrie par la suite. J'ai peu d'avis sur la question parce que j'ai pas de boule de cristal. Je pense qu'on sous-estime un peu, on a surestimé un peu ce qu'ils étaient capables de faire à court terme. Par contre, sur le long terme, je pense qu'on sous-estime le potentiel de cette technologie. Alors là, deux chemins s'offrent à toi. Soit du coup parler des défis du coup que t'as pas encore énoncés, ou plutôt parler de l'avenir de la santé mentale pour toi. Parce que du coup là, c'est la question qui chevauche ces deux sujets, qui me semblent tous les deux très pertinents. Donc est-ce que tu veux d'abord terminer le... Bah, alors la deuxième question, elle est plus simple, parce que j'ai l'habitude d'y répondre. Neuralink, le Rabbit Air tout ça, c'est sympa, mais ça concerne une très petite portion de la population. Donc, si on veut garder les pieds sur terre et qu'on se dit comment améliorer rapidement et à large échelle la santé de la population, comment réduire les inégalités de santé, il faut trouver des solutions rapides qui viennent optimiser, simplifier, voire sécuriser le système de santé dans lequel on se trouve. Si on veut faire un focus santé mentale, moi je pense qu'il y a des concepts sur lesquels il faut qu'on s'attarde davantage. C'est les concepts de paix et danse et les concepts d'aller vers. C'est des concepts. Alors, peut-être explique en quoi ça consiste. Ouais, bah c'est des mots, enfin c'est des expressions qui parlent d'elles-mêmes. La pérédance, tout simplement, c'est des personnes qui ont eu un parcours en psychiatrie, qui se sont plus ou moins rétablies. Quand je dis un parcours, qui ont eu un trouble psychiatrique et qui se sont rétablis de ce trouble, ou qui ont eu une grosse épreuve de vie et qui se sont rétablis, qui vont mettre leur expérience à profit d'autres personnes qui sont moins avancées dans leur parcours de rétablissement. Est-ce qu'on peut mettre ça peut-être en parallèle avec les alcooliques anonymes? Ouais, c'est de la pérédance, tout simplement. Tu peux aussi, dans les hôpitaux, avoir des gens qui ont été formés à la question et qui vont pouvoir accompagner les patients qui viennent d'être hospitalisés dans les services de psychiatrie. Tu as des associations qui organisent ça aussi en ville, où elles vont, je dis utiliser, mais il n'y a aucune malveillance dans le terme utiliser, il faudrait sûrement trouver un autre mot, mais utiliser et mettre à profit l'expérience des personnes qui se sont rétablies pour aider les personnes qui sont moins bien, qui sont encore plus ou moins en crise ou plus ou moins au début de leur parcours de rétablissement. Il y a aussi dans cette question de pérédance, tu vois, j'accompagne une association qui s'appelle Je bouge pour mon moral, qui propose des parcours de rétablissement de la dépression par l'activité physique. C'est des programmes pour les jeunes et les moins jeunes, et tu vois, pour les adultes, le programme c'est de faire de la marche nordique, donc à l'extérieur, plusieurs fois par semaine pendant 7 semaines. Alors le programme c'est pas que ça, hein. Il y a tout plein d'ateliers, un suivi, etc. Mais le fait de se retrouver à plusieurs, à l'extérieur, à faire une activité
physique adapté, tu vois, un effort où il y a une souffrance perçue, hein, enfin un effort perçu minimal. Et ben ça peut aussi s'apparenter à la pérédance. Tu vois, le groupe se porte et fait que tout le monde a quelque chose à y gagner et progresse plus vite en groupe que individuellement. Ça aussi, tu vois, ça s'apparente à de la pérédance. Mais comme tu dis, tu vois, les alcooliques anonymes, les groupes d'entraide mutuelle, les groupes de parole, tout ce genre de choses, c'est vachement. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus développé aux États-Unis. C'est peut-être un biais de ma part, mais l'esprit communautaire est beaucoup plus développé aux États-Unis. Donc, le fait de s'entraider, c'était quelque chose, j'ai l'impression, de plus naturel. En France, on va avoir tendance à attendre que ce soit l'État et le système de santé qui prennent soin de nous. Aux États-Unis, mais dans d'autres pays, hein, c'est le cas aussi, on attend plus le soutien de la communauté. Et j'ai l'impression que grâce à Internet et à la modification des moyens qu'on a de communiquer, et bah, petit à petit, on va voir popper de plus en plus de solutions de ce type en France. Ok, donc ça du coup c'est pour la paire et danse, et l'autre chose dont tu parlais? Le dispositif d'aller vers, ouais. Et ben l'idée c'est pareil. Ça parle de soi-même plutôt que d'attendre qu'il y ait une demande qui soit exprimée d'une personne qui soit en souffrance. On va aller vers cette personne directement. On va aller dans les endroits où on peut possiblement trouver le plus de jeunes. Enfin, je dis de jeunes parce que je pense à une initiative qui s'appelle les ambassadeurs santé mentale, dont je te parlerai juste après, mais on va aller directement au contact de la population qui a des chances d'être fragile, voire souffrir directement de troubles. Et les ambassadeurs santé mentale, je te donne un exemple comme ça, ce sera plus parlant pour toi. C'est de la pérédance aussi, d'ailleurs. L'idée, c'est de former des jeunes de 16 à 25 ans qui sont en service civique, des jeunes, de mémoire, il me semble, issus des quartiers prioritaires de la ville. On va les former à la santé et à la santé mentale. On va les former à la pédagogie en santé, comment développer la littératie en santé des gens avec qui tu parles. Et donc ces jeunes en service civique, ils vont aller dans les écoles, dans les MJC, les maisons de quartier, les bibliothèques, etc. Des villes dans lesquelles ils ont grandi, pour la plupart en plus. Et ils vont aller faire de la formation en santé, de la sensibilisation, de la promotion en santé mentale auprès de jeunes qui sont possiblement, qui souffrent probablement d'une fragilité psychique. Et donc ça, c'est top, tu vois. C'est de la pérédance, c'est de l'aller vers, c'est des jeunes qui parlent aux jeunes, ça coûte quasiment rien et ça a des bénéfices incroyables à court, moyen, long terme. Donc voilà. Je pense que c'est ce genre d'initiatives qui auront de l'avenir en France si on arrive à les passer à l'échelle. C'est pas forcément, tu vois, j'ai pas cité de choses très numériques et très IA, malheureusement pour toi. Par contre, le numérique et l'IA peuvent être des leviers d'accélération pour l'essaimage et le passage à l'échelle de ces solutions. Tout à fait, c'est l'avantage avec ce genre de compétences, de techno, ce sont des domaines transverses qui peuvent être en soutien à plein de choses. Et je pense que oui, l'informatique aura sa place à jouer dans ces organisations. Ouais, complètement. Comment accélérer, faciliter, fluidifier le lien humain grâce, grâce à l'informatique, dit de manière très triviale. Et du coup, ça, c'est une vision plutôt court-moyen terme. Mais si tu te projettes, on va dire, dans 10 ou 15 ans, comment est-ce que tu vois, du coup, la gestion de la santé mentale dans ces eaux-là? Tu as vu le film Her? Oui, très bon film. Je sais pas de quand il date, mais il doit avoir bientôt 10 ans, je pense. Je vais regarder en même temps. Je pense qu'il est... ouais, il a 11 ans. Je pense qu'ils ont été très forts avec ce film. Et je pense qu'on se dirige vers quelque chose type Her. Moi, je suis pas aussi fort que eux, j'ai pas de boule de cristal, et je pense qu'on sous-estime le bouleversement qu'il va y avoir là dans les années à venir sur nos moyens de communiquer, nos moyens de travailler, nos interactions sociales, sentimentales, familiales, amicales, professionnelles. Je pense qu'on est vraiment à l'aube d'un gros bouleversement. On s'en rend pas trop compte. Et forcément, ça va avoir un impact en santé mentale. Et ça va bien se passer, hein. C'est sûr il y aura quelques craquages, quelques destructions, mais il n'y a pas d'innovation sans destruction de toute façon. Et l'innovation, tu peux pas vraiment la freiner. Mais encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, donc je peux pas te dire
comment ça va finir. Moi, je suis optimiste dans le sens où ça va aller, tu vois, on va s'adapter, on s'est toujours adapté, donc on va continuer de s'adapter. Mais je pense qu'on mesure pas vraiment le degré de changement. C'est vrai que c'est compliqué de se rendre compte d'à quel point on vit une révolution quand on est dans l'œil du cyclone. C'est comme par exemple, même si c'est pas vraiment notre continent, mais quand il y a eu le 11 septembre, ça a été un changement radical du monde à ce moment-là, où il y a eu beaucoup plus d'efforts faits sur l'espionnage, sur la surveillance, et qui s'est propagé dans tout le monde. Mais à l'époque où ça s'est passé, on n'avait pas conscience que tout ça allait se produire. Pourtant, aujourd'hui, la plupart de ces sujets sont au cœur de nos politiques et de notre monde. Ouais, non, mais complètement. Alors, je sais pas aussi comment il faut se positionner, du coup, face à ça, en tant que professionnel de santé, en tant que, toi, développeur, entrepreneur autour de l'intelligence artificielle. Je sais pas ce que toi tu penses, je te retourne la question, c'est moi qui vais t'interviewer. Ce que tu penses de l'IA Act et de la place qu'occupe la France aussi autour de l'innovation, autour de ces questions? Moi, par rapport à ça, du coup, j'ai parlé à pas mal d'entreprises qui sont dans l'IA orientée santé mentale, mais aussi étudier de l'IA produit en France. Et je trouve que la France est plutôt un bon producteur d'IA et de scientifiques de manière générale. Je pense que là, le point dur, ça va être d'avoir de l'IA qui est éthique et surtout auquel on a confiance. Parce que du coup, le souci de l'IA, c'est aussi un souci de confiance. Sachant que même si sur certains domaines, l'IA a de meilleures prédictions qu'un être humain, il y a quand même ce biais de se dire oui, mais même si factuellement on est dans ces cas-là, il y a du coup pour moi un gros travail de faire cohabiter. Parce que moi je crois beaucoup du coup en la technologie au service de l'être humain en tant que compagnon. Du coup je pense qu'il va y avoir toute une étape où on va inclure peut-être dans les études de personnel soignant l'utilisation du coup d'outils numériques poussés pour qu'ils sachent du coup l'utiliser pour que par exemple les psychologues de demain aient un assistant qui va enregistrer la conversation et peut-être faire une note mémo à l'adresse du patient pour résumer ce qui s'est passé, histoire d'avoir un suivi par exemple. Et je pense que ça va aller de plus en plus vers ça. Et d'un point de vue santé mentale, moi dans 10-15 ans, je vois ça en gros comme quelque chose qui serait passif, dans le sens où on s'occuperait de notre santé mentale de manière plus passive, soit avec une société qui serait tournée autour de ça, qui ferait qu'on n'a pas besoin de penser consciemment à notre santé mentale pour en prendre soin, ou bien parce que la technologie nous fera des petits rappels par rapport à ça. Moi, je sais que je m'imagine bien dans 10-15 ans, avec le futur du téléphone, d'avoir une notification qui dit, bah, tiens, maintenant, est-ce que tu prendrais pas 5 minutes pour te reposer ? Parce que du coup, l'application aura détecté une journée stressante, du monitoring qui ferait... Tu te lèves toutes les 30 minutes quand ta Apple Watch elle te dit de te lever de ta chaise? Alors, j'ai pas... En fait, je dis ça, mais j'ai rien qui me monitore parce que j'aime pas avoir les trucs sur moi. Et ben alors, moi je suis entièrement d'accord avec toi, et c'est marrant parce que j'avais la discussion hier avec quelqu'un qui porte un projet de maison de santé pour les jeunes autour du digital et de la santé mentale, et on se demandait qu'est-ce qu'il fallait faire autour de l'encadrement de l'intelligence artificielle pour les jeunes générations. Aujourd'hui, la façon qu'on a d'accéder à de l'information, d'accéder à de la formation même, c'est complètement bouleversé par l'intelligence artificielle. La place de l'école, des profs, etc., c'est quelque chose qui va être également complètement chamboulé. Aujourd'hui, on sait comment réguler ce qu'il y a dans les manuels scolaires. Par contre, on ne sait pas comment réguler ce qu'il y a sur Internet et sur les chatbots les plus connus d'intelligence, enfin basés sur l'intelligence artificielle. Et on se disait plutôt que de faire de la régulation, eh ben, il faudrait faire de la pédagogie et effectivement informer. Bah alors, c'était plutôt destiné aux jeunes, mais informer les jeunes que, bah voilà, en fait là sur la journée que t'as passée sur ton écran d'ordi ou de téléphone, il y avait 30% de fake news, il y avait 20% de contenu violent et raciste, et il y avait 20% de contenu plutôt éducatif et de qualité. Grosso modo, t'as abîmé ta rétine de tant de pourcents, t'as diminué ton acuité visuelle de tant de pourcents, t'as augmenté ton risque cardiovasculaire parce que t'es resté inactif pendant 4 heures, et tous ces trucs-là, on pourrait les montrer à l'utilisateur
Aujourd'hui, moi, j'ai une limitation de 15 minutes par jour sur Instagram. Bah, je la fais sauter toutes les 15 minutes. J'ai ma montre qui me dit de me lever, et ben je me lève pas. Euh, donc, je pense que l'information, c'est pas suffisant. Et il va falloir aller encore plus loin. On n'est qu'au début de ces réflexions, mais je suis entièrement d'accord avec toi sur la vision. T'as commencé ton explication en disant le téléphone du futur. Bah, peut-être que le téléphone du futur, il aura les moyens de les moyens de nous faire parler, non, les moyens de nous motiver à engager le changement. Alors, pour moi, d'un point de vue plus pratique, même une petite réflexion à chaud, je pense que si on expliquait vraiment les conséquences, pas forcément par rapport à nous, parce que j'ai l'impression qu'on a du mal à voir la personne qu'on sera dans le futur et à prendre des décisions par rapport à ça. Complètement. C'est des biais qui sont ultra connus Exactement. Et du coup, moi, j'ai une petite technique par rapport à ça qui est que je remercie souvent le moi du passé pour des choses que je reçois dans le présent. Et parfois, j'ai la flemme de faire les trucs et je souhaite bon courage au moi du futur. Mais du coup, un truc qui pourrait, je pense, être pertinent, c'est d'expliquer, par exemple, dire, ok, bah là, tu vois, les 4 heures que tu viens de passer sur TikTok, ça a permis de générer 20 € pour TikTok. Parce qu'il y a des milliards de personnes qui ont fait comme toi, ils ont gagné tant, parce qu'ils t'obligent à être addict à ton téléphone. Et je pense que expliquer le système qu'il y a derrière, la façon dont l'IA est utilisée pour rendre accro les gens, ce serait déjà un bon sujet pour essayer de comprendre tout en évitant de dramatiser les choses et de culpabiliser parce que c'est des centaines de personnes dans le marketing et la psychologie qui ont créé ces systèmes pour nous rendre addicts. Mais du coup, de se rendre compte que voilà, ces systèmes, ce scroll infini, c'est fait pour nous rendre addicts, pour qu'on enregistre une autre entreprise. Ouais, complètement. Après, il y a aussi la question de notre responsabilité en tant que société à protéger des gens qui sont pas capables de se protéger et qui n'ont pas le discernement nécessaire. Et je pense aux enfants. Et un enfant, faut peut-être pas forcément lui laisser le choix aussi d'aller sur ce type de plateforme pendant 4 heures d'affilée. Mais bon, c'est la responsabilité des parents. Donc comment on forme et on informe les parents pour qu'ils puissent appliquer ces choses-là, c'est aussi une question qui est encore plus large et qui dévie sur l'amélioration des compétences psychosociales et qui n'a rien à voir avec la technologie cette fois-ci, mais qui te permet d'améliorer tes capacités de discernement. Et ça, je pense que ça peut être une des clés d'amélioration de notre société, tout simplement. De toute façon, je pense que ça va aller dans ce sens, puisque bientôt, avec Sora, donc l'intelligence artificielle qui permet de générer des vidéos, il y aura de plus en plus de fausses informations qui tourneront. Et il faudra éduquer les gens pour avoir cet esprit critique par rapport à tout ça. Complètement. Alors, on n'a pas du tout suivi le plan que j'avais dit par rapport à ce truc, mais c'est pas grave. Là, je pense qu'on va arriver vers la fin. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé de cette discussion, finalement ? Eh ben, c'était une discussion très agréable qui rebondit sur plein d'autres discussions que j'ai eues ces jours précédents. Donc, voilà, c'était une discussion avec laquelle j'étais à l'aise. J'espère que mes réponses t'ont apporté un point de vue différent ou en tout cas intéressant pour toi. J'espère que ça intéressera les gens qui nous écoutent aussi. Je pense que oui, parce que moi j'ai été intéressé par ce que tu disais, donc je pense que les gens seront intéressés aussi. Et au plaisir de la continuer avec les gens qui nous écoutent aussi une fois que ce sera diffusé. Ouais, c'est vrai que ça peut être des sujets intéressants d'avoir en commentaire peut-être des questions et se faire un épisode 2 pour y répondre ensemble. Bah ouais, volontiers. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur le podcast et en nous proposant des idées d'invités en commentaire.